Powell vient-il de tuer le marché boursier? La Fed, donc, hier, a annoncé que finalement, il baissait les taux de 0,25, ça c'était prévu, mais qu'il n'y aurait pas autant de baisse de taux en 2025 que ce qu'on pouvait prévoir. Est-ce que c'est donc le tournant? On voit que le Nasdaq a perdu plus de 3,5%. Évidemment, ça choque toujours. Beaucoup de personnes vont vous dire on a perdu 1200 points en l'espace de 2 heures. Oui, ça choque, 1000 points. Mais 1000 points sur le Nasdaq quand vous êtes à 22 000, c'est bien différent que 1000 points quand vous êtes à 10 000 ou quand à l'époque on traitait de ces niveaux-là, quand on était à 5 000. Donc il faut faire attention à tous les titres qui vous disent on a perdu 1000 points, 2000 points. Ok, par rapport à quoi? Donc évidemment que c'est choquant si vous voulez quand vous perdez 1000 points d'un coup en l'espace de 2 heures. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est d'où on vient. C'est toujours la même question. D'où on vient? Depuis août, on avait gagné 5000 points. Ok? Donc, en perdre 1000, ça s'appelle du prorata. C'est de la consolidation, une correction éventuelle qui peut débuter, mais en aucun cas peut-on dire aujourd'hui, peut-on parler du début du crack, etc. On n'en sait rien. Surtout que Powell nous a rien annoncé de nouveau. Surtout, si vous écoutez ces vidéos, on sait très bien, si vous voulez, que l'inflation, ça fait des mois que je vous dis, le gros de l'inflation, on l'a fait baisser. Le seul truc maintenant qui peut nous permettre de continuer à faire baisser l'inflation, c'est le fait que les loyers baissent et que les prix de l'énergie ne remontent pas. Et à partir de ce moment-là, on va continuer la désinflation, voire même on aura peur de la déflation. Là, le marché, il a peur d'une chose, si vous voulez, c'est un, que l'économie US reste très résiliente, en croissance, boostée également par toutes les anticipations que l'on peut faire de Trump, et deux, que l'inflation est collante, parce que les baisses du loyer ne sont pas encore intégrées. Donc si vous voulez, on a donc Powell qui, en plus, on le sait bien, comme toutes les autres banques centrales, doit également jouer la montre. Parce qu'on a Trump qui va arriver au bureau ovale le 20 janvier, je crois, un truc comme ça. Le temps qu'il prenne quelques décisions, etc., on en saura un petit peu plus à quelle sauce on va être mangé. Et c'est normal que donc tout le monde temporise. Donc, si vous voulez, le fait que le marché utilise le prétexte pour corriger, très bien. Si vous étiez dans la cave, que vous n'écoutez absolument rien du tout, vous regardez votre graphique, vous regardez le Nasdaq. Pour moi, à ce stade-là, c'est un gros chandelier bien rouge, évidemment, mais à mettre en parallèle des hausses exponentielles que nous avons en place déjà depuis le début du mois de novembre. Depuis l'élection de Trump, on est monté sans discontinuer, et donc c'est normal à un moment donné que vous avez un petit peu une attaque. Donc ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que est-ce que on a renversé la table? Est-ce que Powell a renversé la table? Oui, son discours est clairement plus faucon qu'avant, mais in fine, c'est pas quelque chose qui est surprenant. On voit bien qu'on doit jouer la montre, on voit bien qu'éventuellement, on va continuer de baisser les taux, mais aujourd'hui, ces taux restent au-dessus de l'inflation, même si celle-ci remonte. Donc on reste dans une politique qui est contraignante, mais plus l'inflation, paradoxalement, plus l'inflation remonte, et moins elle est contraignante, puisque les taux de la Fed continuent de baisser par 0,25, même si on n'a encore que 2 baisses en 2025, donc ça fait 0,5 supplémentaire, et que l'inflation reste à peu près au même niveau, en fait, on sera plus ou moins à un taux d'équilibre. Et on se donne de la marge éventuellement pour attendre de voir comment Trump va réagir. Alors j'ai vu passer pas mal de mèmes, etc., en expliquant que Powell allait se faire virer. Il ne peut pas, hein. Il a un mandat jusqu'à début 2026. On en avait déjà parlé. Trump ne peut pas le virer. Donc il faut tout simplement attendre début 2026. Donc de toute manière, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. On sait très bien aujourd'hui que les marchés sont très hauts, qui sont très exponentiels, qu'il y avait beaucoup de leviers qui étaient utilisés. Donc il faut s'attendre à plus de volatilité. On en avait parlé. Vous pouvez donc avoir ces zigzags de volatilité, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, ne remettent pas en cause. Je veux dire, là, pour l'instant, on est venu chercher le support. Si on rebondit aujourd'hui, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir quelle est la force du rebond. Est-ce qu'on a cassé les petites pattes arrière? Est-ce qu'on a cassé un petit peu le moral? Est-ce qu'en une séance, on remet du doute dans le marché? C'est ça qui est important. Et on pourra statuer peut-être plus vendredi, parce qu'en plus, on a les sorcières qui sont là. Donc, il faut pas oublier un petit peu, c'est la fin de l'année, il faut embellir la mariée, refaire un petit peu les portefeuilles. Il y a beaucoup d'arbitrages qui se mettent en place. Donc, il faut faire attention de tirer des conclusions un petit peu trop hâtives. Surtout, pour moi, à aujourd'hui, on est revenu tester l'ancien sommet de novembre,
On peut même, si on veut, revenir tester l'ancien sommet de juillet. Ce sont des niveaux de soutien et de support qui devront faire naître du rebond. Ce qui sera important, c'est de voir quelles forces vont avoir ces rebonds-là. Et de là, on pourra commencer à juger un petit peu plus de la force des acheteurs et éventuellement de la suite. Et de se dire, oui, on est potentiellement en train de retourner. Mais pour moi, tant qu'on est au-dessus des 20 200, 20 300 points sur le Nasdaq, on ne remet pas en cause la tendance, on corrige la tendance, mais c'est quelque chose qu'il faut voir d'un côté sain. Alors on le fait plus ou moins violemment aussi, parce que ça, voilà, on en parle sur l'académie et je mets également pas mal de notes, mais grosso modo, il ne faut pas oublier que ETF ou pas ETF, options et ce que vous voulez, tout le monde, là, depuis un mois, depuis l'élection de Trump, tout le monde un petit peu est à poil dans le sens où personne n'a de couverture. Donc on va y revenir, mais si vous regardez, je regarde juste les ETF, dernièrement, si vous regardez sur les derniers mois, la hausse des actifs d'ETF que l'on va traiter d'actifs, qui sont sur des actions avec un levier. Donc on se rend bien compte, si vous voulez, les ETF, maintenant, ça devient la jungle et la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que les fonds qui n'arrivaient pas à attirer des flux en étant juste un fonds, s'appelle dorénavant un ETF. C'est toujours un ETF actif avec un fonds derrière qui va faire des arbitrages à l'achat et à la vente, mais c'est un ETF dorénavant. Et ils attirent beaucoup plus de flux de cette manière-là. Et on va retrouver des choses qui vont remplacer des turbos, des varants, un certain nombre d'actions, et même des stratégies structurées, des produits structurés, où on va vous expliquer que tu payes cet ETF-là, il ne va pas te donner toute la hausse éventuelle, mais en échange, tu vas avoir une protection contre la baisse. Voilà, j'avais balancé ce truc ici, vous voyez par exemple, BlackRock, donc iShares, sort le MaxJ. C'est un ETF, en fait, c'est un produit structuré. Donc en fait, si vous voulez, derrière le mot ETF, dorénavant, on n'a plus que du passif et on a énormément d'ETF qui sont actifs, avec des stratégies qui sont actives, qui sont cachées derrière le mot ETF. Alors tant mieux, il y a beaucoup de choix, ça devient une vraie jungle pour chercher. C'était une vidéo que je vous avais faite d'ailleurs. Mais du coup, tout devient ETF. Donc ça devient un petit peu compliqué et ça simplifie pas un petit peu les choses. Ici, j'avais récupéré un autre où ce fonds-là, Janus Anderson, machin, donc qui fait essentiellement de l'arbitrage sur des entreprises européennes, ben, il va s'appeler ETF aussi. Bref, depuis un mois, si vous voulez, il y a beaucoup de spéculation et de poussées. On avait le dollar qui s'était renforcé, donc ça pousse encore plus à concentrer les actifs en dollars. Et on se retrouve donc évidemment avec beaucoup de personnes qui ont du levier, sont à l'achat, sans rentrer plutôt tard. Et donc en fait, vous n'avez pas besoin que le marché baisse de beaucoup pour déclencher leur marge, leur appel sur marge, leur position qui doivent se déboucler. Et c'est ça qui renforce finalement les phénomènes de volatilité. Parce qu'on peut considérer que tout le monde nage à poil. Et ça, vous pouvez regarder le VIX pour le savoir. Le VIX, c'est un petit peu un truc qui est incompris depuis des années. On va toujours vous expliquer que voilà, le VIX, c'est l'indice de la peur. Donc plus le VIX est élevé, plus le marché a peur, plus il baisse. C'est pas que ça, le VIX. C'est essentiellement, si vous voulez, un delta entre les positions courtes, les positions short et les positions longues. Mais essentiellement, c'est quoi? Ça veut dire que vous et moi, en tant que particuliers, moi un petit peu plus, on n'a pas forcément des stratégies de couverture très établies, mais un énorme fonds, il est obligé d'avoir des stratégies de couverture, c'est-à-dire qu'il est obligé, s'il est fortement à l'achat, d'avoir aussi des positions à la baisse sur un certain nombre de choses pour le couvrir en cas de baisse, parce que son but, c'est pas nécessairement d'aller chercher le maximum de performance, c'est surtout de se couvrir contre les risques. Euh, donc ça, beaucoup de personnes l'oublient quand ils vont comparer toute la base comparable, si vous voulez, pour dire, vous voyez, la majorité des fonds ne battent pas le marché. Ouais, mais la majorité des fonds, ils ont surtout un devoir de gérer le risque et de protéger du risque. Donc, ils préfèrent gagner peut-être un petit peu moins, mais avoir ces stratégies de couverture. Quand on n'a pas de stratégie de couverture, c'est ça que ça donne sur le VIX. Vous voyez, le VIX a explosé quasiment de 80% hier. Là, il s'estompe un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un cataclysme et un truc dont personne ne s'attendait. Ah, ça peut vouloir dire ça, le Covid, le truc, le machin, c'est des éléments de peur, si vous voulez, subis en mode signe noir. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un signe noir, c'est un signe gris. Surtout si vous regardez ces vidéos, on sait très bien que
à un moment donné, on baissera pas les taux, on baissera pas les taux autant que ce que l'on pensait. Et ce qui est génial, c'est que ça fait des mois que même le marché le voit. Ça fait des mois que la Fed a commencé à baisser ses taux, mais valide bien, si vous voulez, dans son dot plot, qu'on ne les baissera pas autant que ce que le marché pensait avant. Et pourtant, le marché continuait de monter. Donc on était surtout dans une question de flux. La problématique, c'est qu'à un moment donné, pour que le marché continue de monter, il n'y a plus suffisamment de pognon et vous êtes obligé de prendre du levier. Et à un moment donné, quand vous prenez du levier, vous n'avez plus suffisamment d'argent pour vous couvrir. Vous ne cherchez même plus à vous couvrir. Vous nagez à poil. Et donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va activer la volatilité. C'est un élément technique. Je vous avais dit, il faut faire attention. Un marché boursier, ce n'est pas qu'une relation fondamentale vis-à-vis des fondamentaux ou de la macro. C'est une relation technique également entre l'offre et la demande et entre les leviers qui sont utilisés, les couvertures, les non-couvertures. Donc quand je vois le VIX qui monte de 80%, ça m'indique quoi? Ça m'indique pas qu'il y a eu vraiment un tournant et un signe noir qui a été découvert par le marché. Non, c'est un signe gris. On sait très bien que la Fed, et ça n'a pas empêché le marché de monter. Mais ce que ça nous démontre, c'est qu'il y avait un delta et qu'en gros, personne n'avait de short de couverture. Parce qu'en gros, le VIX vous donne, si vous voulez, la différence entre les positions longues et les positions courtes. C'est-à-dire que le VIX en soi peut très bien monter parce que vous avez aussi plus quelque part, vous n'avez pas suffisamment de positions short. Et ça vous démontre aussi ce niveau-là. Et donc en gros, ce que l'on a eu hier, par cette montée de là, c'est un raz-de-marée de personnes qui ont ouvert les yeux et qui se sont dit j'ai absolument besoin d'une position short et de couvrir mon portefeuille. Et donc je fais un raz-de-marée et ça c'est ce que vous témoigne le VIX. C'est-à-dire c'est juste un marché qui actuellement était en train de monter sans aucune protection. Et donc là, les protections vont se refaire. Ça permet aussi, je veux dire, on arrive sur la fin de l'année, on sait très bien qu'il y a un paquet d'oppositions qui sont soldées, il y en a certaines qui doivent être conservées parce qu'on va vouloir tenter de les vendre l'année prochaine pour qu'on impacte les impôts de l'année prochaine et pas de cette année, pour montrer aussi peut-être aux clients qu'on avait tous les bons coups et on ne veut pas les vendre avant la fin de l'année, avant de pouvoir faire la photo pour la brochure de l'année prochaine. Bref, c'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération. Et donc, on se retrouve avec le Nasdaq qui perd 3,5%. Bon, en soi, si vous voulez, il n'y a pas de gros dommages. Ce qui m'intéresse là ici, c'est qu'on réintègre cette oblique-là. Donc, ce qui va surtout m'intéresser, c'est est-ce qu'on a les moyens de repasser au-dessus des 23 004, 23 005, 21 003, 21 005. Si tel est le cas, bon, on peut continuer de naviguer dans cette zone-là jusqu'au début de l'année prochaine et ensuite voir la suite. Sinon, on va aller chercher la moyenne mobile 50 qui est peu ou prou sur la zone des 20 008, 20 007, là où j'attends quand même une bonne zone de soutien. Donc pour moi, on ne peut pas parler de retournement baissier du marché, c'est trop tôt. Ce que l'on a, c'est quand même un marché qui a gagné 5000 points en quasi-ligne droite depuis cet été, c'est quand même énorme. Sur ce dernier mois de novembre, très certainement avec d'énormes leviers, ce qui fait que les derniers entrants, en gros avec des gros leviers pour essayer de se rattraper, se sont fait squeezer et ont dû sortir ou prendre à la va-vite des positions short de couverture, ce qui a permis d'accélérer eux-mêmes le mouvement. Donc ce qui va être plus important finalement, c'est ces prochaines séances, mais comme on rentre un petit peu dans une semaine où il y aura moins de flux, moins de volume, etc., il va falloir se méfier un petit peu de cette volatilité, qui ne veut pas dire grand-chose à ce niveau-là, juste que voilà, on a marqué pour l'instant un point haut sur les 22 000 points. Je pense qu'on a un point de support vers la zone des 20 006, 20 007, 20 008, et au milieu, c'est du zigzag. On va continuer de travailler cette zone-là. Essentiellement, on avait eu beaucoup de valeurs tech, on y reviendra dans la seconde partie de la vidéo, beaucoup de valeurs tech qui étaient montées en ligne droite, que ce soit même Google, Tesla, Amazon, un petit peu des retardataires qui font la performance aujourd'hui et qui ont permis à des actions comme Nvidia de un petit peu baisser leur surchauffe, mais du coup, en gros, on a compensé avec ces valeurs-là et on a continué de monter sur le Nasdaq. Donc c'est juste ça. On a à un moment donné, il faut des retours à la moyenne. Ça peut faire naître aussi, ça peut être vu comme des opportunités pour certains pour re-rentrer, etc., pour faire tourner un petit peu les portefeuilles. Donc on ne peut pas tirer de conclusions hâtives sur une seule séance. Oui, c'est volatile, mais c'est au prorata de ce qu'on est en train de vivre également par rapport à la hausse. Oui, c'est 1000 points, mais c'est par rapport à 5000 qui ont été gagnés. Donc voilà, il faut faire les choses petit à petit. Et clairement, au niveau des banques centrales, on voit la Banque d'Angleterre également ne baisse pas ses taux.
on est dans une forme d'attente parce qu'il faut attendre que Trump arrive, il faut attendre de savoir est-ce que Trump va réellement créer de l'inflation ou pas. Et en gros, on va se reconcentrer sur les stats. Les banques centrales, maintenant, on laisse de côté. On sait qu'elles vont continuer de baisser les taux 2 fois et qu'en en fait, elles jouent la montre, elles jouent l'attente. Donc ce qui va être important maintenant, c'est de regarder les stats économiques. Est-ce que l'économie US continue d'être résiliente? Est-ce que le chômage US continue de rester au ras des pâquerettes? Est-ce que l'inflation continue de monter? Si jamais vous avez une de ces données-là qui continue de prôner pour la désinflation parce que les loyers commencent à impacter l'inflation maintenant et que les prix de l'énergie n'augmentent pas trop parce que Trump, potentiellement, il sera plus désinflationniste qu'inflationniste, hein. Je vous renvoie à ce dont on a déjà parlé dans précédentes vidéos et d'articles. Eh ben, le marché va se détendre parce que le marché, tout de suite, va se dire ben, les banques centrales vont continuer de nous baisser les taux. Donc, c'est une période, si vous voulez, de flottement où on a besoin d'attendre que le paquebot économique qui se déplace très lentement puisse nous indiquer si ce rebond de l'inflation, c'est un truc temporaire, si ça va être aiguisé par Trump ou pas. Mais après, il faut se projeter à plus loin. C'est-à-dire, à un moment donné, Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la croissance économique aux US. Donc, quand on veut baisser les déficits publics, etc., il y a deux manières de le faire. Soit vous le faites à la française et vous augmentez les impôts, mais vous gardez vos dépenses étales, ça ne marche pas. Soit vous allez baisser vos dépenses à la mode argentine, et potentiellement les US peuvent le faire aussi. Et je pense que d'autres gouvernements, et peut-être on va de plus en plus vers ça dans beaucoup de pays, c'est pour ça que je vous parle d'inflation linéaire, comme des temps une projection plus long terme. C'est-à-dire que même si on continue d'avoir de la désinflation sur ces prochains mois et qu'on se détend au niveau des taux, etc., ça n'empêche pas que le scénario et l'hypothèse de travail à 1 an ou plus, c'est un monde qui va plus essayer de faire du déficit en mode Seconde Guerre mondiale pour pousser les investissements et pousser la croissance, plutôt que financer des dépenses administratives qui ne créent pas de valeur. Donc c'est essayer de pousser sur ça, et bien ça sera inflationniste si vous voulez. Le quantitative easing, ce n'est pas inflationniste pour l'économie. Par contre, les dépenses, le déficit public des États qui va vers de la dérégulation et de la création de la croissance de PIB, ça c'est inflationniste. Mais il n'y a pas de problème, si vous voulez, tant que votre inflation est en dessous de votre croissance. Vous avez une problématique lorsque les dépenses que vous faites avec plus d'endettement créent plus d'inflation qu'elles ne créent de la croissance et donc de la hausse de salaire. Là, vous avez une perte de pouvoir d'achat, là c'est problématique. Donc c'est ça, ce vers quoi je pense qu'on va pousser de plus en plus les États, et c'est ça que Trump aussi doit pousser, parce que Trump, il est surtout pro-croissance, et donc s'il y a de l'inflation, c'est aussi pas plus mal pour gérer la dette. N'oublions pas que pour moi, les banques centrales aussi vont adouber et aider un petit peu dans ce sens des stimulus. L'Allemagne éventuellement poussera vers ce genre de stimulus-là aussi, s'ils arrivent à avoir une majorité aux prochaines élections en février. Donc c'est ça qu'on va jouer maintenant dans le monde. C'est est-ce que le monde se tourne vers plus de stimulus qui créent de la croissance et donc qui relancent les cycliques, mais ça crée aussi de l'inflation. Et dans ce monde-là, eh ben, il vaut mieux essayer d'aller chercher des actions value que des actions de croissance, qui auront un petit peu plus de mal. C'est pas sûr que ça arrive demain, c'est de la projection, c'est se préparer au coup d'après, si vous voulez. Et donc, il faut patienter. Et donc, éventuellement, je veux dire, tout ça, c'est ce qu'on s'était déjà dit fin 2021. Est-ce que cette fin d'année 2024 et le début de 2025 n'est pas un remake de ce dans quoi on était fin 2021? Et 2022, si vous voulez, on a eu une correction des valeurs de croissance. Et ce qui a surperformé, c'est les valeurs énergétiques, les valeurs de santé, les valeurs cycliques value. Et on a eu 6 mois de surperformance avant qu'on arrive sur la fin de l'année 2022, où tout le monde s'est remis à baisser. Et ce qui a émergé en septembre-octobre 2022, parce que la Fed a commencé à tirer beaucoup plus gros et à faire son pivot, ça a été le retour des valeurs de croissance à ce moment-là. Et on a connu donc une tendance haussière depuis 2 ans. Et là, ce que l'on sent, c'est que cette tendance haussière maintenant est de plus en plus poussée en exponentielle, avec du levier. Donc on a de la volatilité qui se met en place. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Je ne sais pas dire si c'était le point haut et si c'est terminé, etc. C'est juste qu'on met une halte, on fait une pause, et il va falloir construire la suite maintenant. Et on pourra deviner la suite plus tard.
Je vous montre ce tableau un petit peu des valorisations. Je vous ai fait une vidéo en mode où va le pognon. Le but, c'était se projeter. Il y aura une seconde partie à cette vidéo pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais in fine, si vous voulez, si vous suivez un petit peu tout ce que je peux faire, vous avez quand même un petit peu les briques. L'idée, c'est à un moment donné que le marché se dit on est tous sur les US parce que le dollar est fort. On va y revenir. Est-ce que ça ne peut pas changer? Donc, au niveau des taux, est-ce qu'on peut avoir du changement? Au niveau de notre inflation et donc de notre croissance, est-ce qu'on peut avoir des changements? Tout le monde parle de ralentissement économique qui serait un des scénarios, mais si ça n'arrive pas, si les politiques poussent vers plus de croissance, ils poussent aussi vers plus d'inflation. C'est pas forcément mauvais, comme je vous ai dit, mais ça change la donne par rapport à ce qu'on a joué toutes ces dernières années dans un environnement, si vous voulez, de taux bas et de croissance plus ou moins molle. Le côté mou aux US, c'est 2,5%, mais où on plébiscitait essentiellement les valeurs de croissance. Là, peut-être que ça shift. Alors, comme je vous dis, c'est un paquebot. Il ne faut pas penser rotation en mode on-off. Non, vous voyez bien, de toute manière, on a eu un très bon cycle sur les valeurs de rotation qui ont monté en même temps que les valeurs de croissance. Ok, donc il n'y a pas eu de choix, parce qu'il y a tellement de pognon, si vous voulez, que vous n'avez pas besoin de choisir. À partir du moment où, éventuellement, on est moins dovish, etc., on reste dans un environnement avec une inflation qui a été plus haute que ces 10 dernières années, des taux qui baissent, certes, mais qui restent plus élevés que ce qu'on a connu ces 10 dernières années, eh ben, il faut choisir de plus en plus de la rentabilité. On peut plus, on va chercher à investir sur d'autres trucs, et notamment des actifs tangibles. Ça tombe bien, si vous voulez, parce que quand on regarde au niveau des actions et des obligations, ben, éventuellement, on rentre dans un mode de concurrence avec des obligations. Si vous avez les taux à 4,5-5%, ça peut pousser à renforcer le dollar, ben, parce que même si vous passez à de l'obligataire plutôt que vos actions, vous êtes toujours sur l'obligataire américaine qui vous rémunère mieux, et donc vous êtes dans du dollar. Donc vous poussez quand même le dollar. À un moment donné, ça ne fait pas plaisir à Trump, parce qu'un dollar fort, ça veut dire moins de compétitivité pour une fabrication US et de l'export US. Donc à un moment donné, il faut aussi de la bataille, mais c'est plutôt positif pour l'Europe, parce que tout le monde est en train de cracher sur l'Europe, mais finalement, l'euro qui revient proche de la parité, c'est aussi bénéfique un petit peu pour notre économie. Maintenant, il ne faut pas trop tarder à faire du stimulus. Donc pour moi, je vous parle depuis 2-3 ans facile de ce scénario où on est en mode sortie de Seconde Guerre mondiale, dans l'idée, si vous voulez, qu'on est surendetté, mais pour autant, d'une manière stratégique, géopolitique, il faut continuer d'investir. Donc vous êtes obligé pour ça de maintenir des taux qui ne sont pas trop élevés. Et n'oubliez jamais que les taux longs, ça peut être capé par les gouvernements le jour où il faut. On sait très bien les caper. C'est des taux de marché jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Bref, l'administration, je veux dire, de l'économie, vous pouvez pousser encore beaucoup plus loin. Donc ça, voilà, il ne faut pas oublier en termes d'investissement. Donc ce qui nous intéresse, c'est que voilà, que les actions américaines sont très chères, ok, mais comme je vous dis, c'est un concours de beauté, c'est très cher, mais donc ça veut juste dire que le flux est là. Donc ça peut continuer d'être plus cher. C'est le cas. Si on regardait ce tableau il y a probablement 6 mois, c'est la même chose. On se disait les actions américaines étaient chères. Et pourtant, la surperformance continuait d'être là. Donc ça vous donne jamais le timing. Ça vous dit juste, si vous voulez, que sur le court terme, en règle générale, les trucs chers deviennent encore plus chers, les trucs pas chers deviennent encore moins chers. Mais sur le long terme, ça vous indique juste que les performances et les rendements que vous avez obtenus dernièrement sont certainement pas tenables à long terme. Donc, pour autant, les trucs qui sont pas chers, à court terme, ils peuvent continuer d'être pas chers, donc ça ne vous donne pas le timing. Mais si vous projetez sur le long terme, bah, c'est là probablement où il y a les meilleures opportunités. Après, il y a toujours des risques géopolitiques, parce qu'aujourd'hui, les meilleures opportunités, elles sont en Europe et elles sont en Asie, dans les pays émergents. Donc il faut aussi intégrer ça. Et les meilleures opportunités, elles sont sur les actions value, essentiellement, et les petites caps. Et petites cap value, c'est le combo. Donc, est-ce qu'on aura un rattrapage ou pas là-dessus? On ne sait pas, mais si on se projette sur le long terme, c'est probablement là où il y a plus de rendement à choper que sur les trucs qui sont chers. Même si, à court terme, les trucs qui sont chers peuvent le rester plus longtemps que ce que vous pensez. Vous avez compris la logique. Et ensuite, n'oubliez pas les bons, les obligations de gouvernement. C'est aujourd'hui considéré comme quelque chose que pas cher. Vous êtes rémunéré, suivant si vous êtes en Europe, etc., X ou Y, entre 3,5 et 5% sur du long terme, et vous ne prenez pas trop la tête, sauf si l'inflation repart vraiment très fort, mais ce n'est pas mon objectif. L'inflation, tant qu'elle reste linéaire, c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour le peuple. Il n'y a pas de révolution, si vous voulez, si vous êtes capable d'avoir une croissance supérieure à l'inflation, bien entendu, et c'est bon pour les actions. Ce qu'on veut éviter, c'est l'hyperinflation. Mais un petit peu d'inflation, je veux dire à 3%, ça ne fait pas de mal si vous avez la croissance qui est à côté, et en plus, sur 10 ans,
ça vous permet de régler votre problème de la dette un petit peu de manière automatique. Et d'un point de vue particulier, l'avantage également, c'est que vous conservez votre pouvoir d'achat en ayant l'augmentation de salaire. Évidemment, dans les commentaires, il y a toujours des gens qui vont dire bah non, moi je peux eu l'augmentation. Oui, on parle, c'est des stats générales, on parle généralement sur l'économie, etc. Donc évidemment qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, etc. Mais on parle, on fait des généralités, on fait de la théorie dans ce genre de vidéo-là, et on essaye de pousser les hypothèses de travail. Et donc ce qui nous intéresse là, c'est, j'ai perdu un petit peu le fil, il faut protéger le cash. Je n'ai pas d'intérêt vraiment à avoir du cash. J'ai de l'intérêt à essayer d'aller le protéger avec des obligations, éventuellement des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Euh, et voilà, et donc je dois repondérer mon portefeuille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pognon, il y a suffisamment de pognon pour jouer un petit peu tout. Peut-être que Powell rebat un petit peu les cartes, et petit à petit, bah, ça va dans le sens de notre rotation. Mais ça, ce n'est pas les trucs qui se font du jour au lendemain. Vous avez besoin de construire le truc, ok? Et je pense que voilà, c'est une étape supplémentaire. Regardez donc le 10 ans américain. On était dans cette congestion maintenant depuis un long moment. Ici, c'était, oh mon Dieu, la récession, le ralentissement économique, les taux continuent de baisser, mais ce n'est pas forcément bon parce que vous avez éventuellement de la déflation et une crise de croissance. Et là, on revient dans le, oh mon Dieu, l'inflation est collante, les taux ne vont pas baisser autant que ce que l'on croit, etc. Ok, mais c'est pas fini, parce que même si on va chercher la zone des 90, on reste dans une espèce de range, 90-98. Tant que vous en sortez pas par le haut ou par le bas, il n'y a pas vraiment un signe macroéconomique long terme. Ok, je reste dans une espèce de congestion. J'ai ma médiane que je mets ici à 95, donc voilà. Ce qu'il faut intégrer, c'est que si je reviens dans cette zone-là, c'est peut-être le moment parfait pour acheter d'obligataires et pour sécuriser du 4,5-5% suivant où on est. Mais nous, en tant qu'investisseurs européens, il y a un truc majeur qu'il faut qu'on regarde, c'est l'euro-dollar. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on se dit le dollar est fort, le dollar est passé de 1,10 à 1,3, donc ça a supporté le fait qu'il fallait avoir des actifs américains, parce qu'on gagne aussi sur la paire euro-dollar. On n'est pas à l'abri de venir chercher la parité, très bien, mais est-ce que le dollar va continuer d'être fort? Est-ce que ça ne va pas contre les plans de Trump et à un moment donné, on a besoin d'abaisser aussi le dollar? Et à partir du moment où on abaisse le dollar, on renforce aussi l'économie US, mais on renforce aussi le fait que toute la concentration sur les US qui a été faite n'a plus lieu d'être et qu'on doit rapatrier un certain nombre de flux parce qu'on se fait dégommer, peu importe la performance qu'on arrive à avoir sur les actifs américains ou sur les obligations américaines, si on se fait dégommer sur la parité euro-dollar, il n'y a pas d'intérêt. Alors évidemment, il y a des stratégies de couverture, bien entendu, des capacités de hedger, et plus que jamais, on va certainement en avoir besoin. Parce que la problématique qu'on a sur l'euro-dollar, ce n'est pas nécessairement où il est, c'est la rapidité avec laquelle il évolue. C'est ça le vrai risque aujourd'hui, c'est que quand vous avez le dollar qui passe de 1,11 à 1,3, forcément, en l'espace de un mois et demi, forcément les impacts sont énormes derrière. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'on est à peu près au même niveau que début 2023, donc on continue de zigzaguer à l'intérieur de figures qui sont très larges, donc il n'y a pas vraiment de décisionnel. Il faudrait casser la zone des 1, si vous voulez, pour vraiment partir dans un monde qui renforce vraiment le dollar et se dire, oui, ça va faire très mal, ça va faire très mal sur l'Europe, sur les actifs européens, et on pousserait le mode winner takes all, c'est-à-dire que tous les flux sont aux US. Et ça, à un moment donné, si vous voulez, c'est comme ce que je vous ai montré, c'est qu'à court terme, ça fonctionne, parce que c'est là où est le momentum, mais à long terme, ça ne fait que vous inviter à penser que les rendements que vous obtenez sur les US ne sont pas tenables dans le temps. Et à un moment donné, il faudra savoir tourner. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, évidemment, ça fait 10 ans que ça dure, ça peut encore durer potentiellement encore des années, on ne sait pas, mais c'est juste un truc qu'il faut toujours avoir dans un coin de la tête, pour être préparé et pas en mode certitude, les Américains, de toute façon, première puissance mondiale, ça ne changera pas, etc. Il faut partir du principe qu'à un moment donné, si vous voulez, même pour les Américains, c'est pas intéressant d'avoir un euro qui est trop faible. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui ferait que l'euro reprendrait du poil de la bête? Ben, il faudrait revenir au-dessus des 1,6 pour se remettre dans le scénario que je vous expose depuis de nombreux mois, pour se remettre en attaque des indices, etc., pour se dire si on break là, on peut avoir ce reflux où les actions internationales, appelons comme ça, où les actions émergentes reprennent du poil de la bête. Parce que ça permet de faire souffler également tous les pays émergents qui ont une dette en dollars, et ça évite de les pousser dans les mains des Chinois aussi.
Donc c'est aussi pour ça, vous ne pouvez pas avoir un dollar trop fort parce que ça met une pression trop importante sur tout un tas de pays qui dépendent un petit peu de vous parce qu'ils ont une dette en dollars et qu'ils impriment une monnaie locale. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, ça peut pousser donc des changements politiques et des politiques qui éventuellement iront chercher du yuan à côté. Donc il faut composer l'euro-dollar, si vous voulez, c'est toujours, il faut faire attention, c'est toujours une composante qui est liée surtout à des stratégies d'État. Et donc les banques centrales viennent par-dessus, mais il faut toujours penser qu'à un moment donné, si les États, le gouvernement américain siffle la fin de la récré, le dollar baissera parce qu'il y a un besoin que ça baisse. Même chose pour le pétrole. À un moment donné, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça arrange peut-être tout le monde qu'on soit à 60-70 dollars, mais on a un socle, c'est-à-dire qu'on ne baissera pas en dessous. C'est-à-dire que même si vous avez une crise, la demande qui baisse, que vous voulez, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place au niveau de l'État pour essayer de caper les prix et de créer un socle sur le pétrole. Alors là, je regarde pas le WTI, je regarde le Brent, mais c'est ce qu'on retrouve, si vous voulez, c'est une congestion qui est plutôt plate. Alors c'est une congestion qui reste dans une tendance baissière, donc le risque évidemment c'est de casser par le bas, mais regardez de deux choses l'une, hein. Si on casse par le bas, ça veut dire qu'on a quand même une baisse de la demande qui est jouée par le marché, donc un ralentissement éco, donc une désinflation. Donc à partir de ce moment-là, ça relance le fait de se dire, ah, les banques centrales vont à nouveau nous proposer des baisses de taux supplémentaires. Ok, donc voilà, c'est ça qu'il faut intégrer si vous voulez, et c'est ça sur lequel on va jouer ces 6 prochains mois. Et au niveau du pétrole, si on commence à casser par le haut, on commence à parler reprise de la Chine, on commence à parler de tous les gouvernements qui mettent en place un certain nombre de mesures pour relancer la demande du consommateur, donc c'est potentiellement inflationniste, le protectionnisme de Trump que vous rajoutez par-dessus, le dollar peut-être qui joue un petit peu de la faiblesse parce que donc du coup, ben, ça a un énorme impact ça a un énorme impact également sur l'or et sur le fait qu'on est un petit peu plus hawkish, c'est-à-dire que voilà, on a peut-être des taux qui montent, donc qui offrent un rendement suffisamment fort pour protéger, et que éventuellement on va faire la baisse des dépenses, etc. On aura peut-être tout autant de déficit, mais on va essayer de financer la croissance et de baisser nos dépenses. Je parle des dépenses d'État, qui sont non utiles pour la croissance du pays. Donc c'est ça qu'on va jouer. Donc ça nous permet de faire des constructions. Est-ce que c'est la fin des cycles haussiers sur l'or et l'argent? Non, on n'en est absolument pas là. On est dans des constructions, avec une certaine volatilité, parce qu'on est monté assez vite en assez peu de temps, mais on a des constructions larges de figures. On ne peut pas parler de retournement. Aujourd'hui, c'est du zigzag qui permet de construire les figures. Et sur notre CAC 40, ça va être la même chose. Alors lui, il est un petit peu à la peine déjà depuis un petit moment, mais voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est neutre. J'ai toujours un gros support sur les 7170, 7002. Tant que je ne veux pas casser ça par le bas, j'active pas l'objectif des 6009, 6008. Tant que je casse pas ça par le bas, je reste en porte-à-faux parce que il suffit que j'attende peut-être quelques mois. Si je me prends pas trop de tarifs douaniers, si ma Chine en effet commence à avoir des premiers signes de remontée, qu'on balance le stimulus, le bazooka, je vous ai montré quelques stats chinoises. Il est où le pognon aujourd'hui? Il est dans le porte-monnaie des Chinois, mais les mecs, ils ont les chocottes, ils savent pas de quoi l'avenir est fait, c'est dans la culture également, donc ils gardent tous les sous-sous dans la poche. Donc il faut que le gouvernement chinois, si vous voulez, rétablisse un petit peu la confiance du consommateur pour lui donner envie de dépenser. Augmenter la croissance interne, la consommation interne, ça renforce aussi la capacité d'autonomie de la Chine. Et ils en ont bien besoin, si vous voulez, s'ils veulent continuer de rivaliser avec les États-Unis, potentiellement prendre Taïwan dans quelques années en mode je tire pas un coup de feu. Voilà, ils ont besoin d'une consommation interne forte. Donc pour moi, ils ont besoin de motiver l'investissement dans leur propre pays, donc de pousser à l'investissement en bourse. L'immobilier s'est pris une claque. Tiens, ça vous rappelle rien? L'immobilier s'était pris une grosse claque pendant les subprimes aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont perdu un petit peu confiance pendant plusieurs années et ils ont surtout commencé à mettre leurs sous-sous dans leur plan 401, dans leur plan de retraite, etc., dans les fonds de pension et tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça a dynamisé de la demande pour les actions. Les actions, le prix d'une action, c'est des fondamentaux, mais c'est surtout, s'il n'y a pas d'acheteur, tout le monde s'en branle que ça soit pas cher. Donc c'est essentiellement des flux. Vous avez besoin d'acheteurs. Donc pour que les prix montent. Et les prix qui montent, hop, ça va rameuter le reste du monde. Si je suis chinois, aujourd'hui, gouvernement chinois,
j'ai aussi besoin, dans mon pouvoir de négociation, de refaire en sorte qu'on ait de l'investissement qui revienne en Chine. Donc de rejouer un petit peu en mode: «Je ne suis pas si méchant que ça». Heu et j'ai besoin donc de pousser mon investissement interne auprès de ma population. J'ai besoin pour qu'ils consomment plus également, pour créer une espèce de cercle vertueux de confiance, comme ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire que les portefeuilles actions, etc., sont au plus haut. Donc il y a un effet richesse qui pousse également la consommation à tenir. Imaginez si le marché boursier commence à perdre 10, 15, 20%, cet effet richesse disparaît, les gens commencent à douter, à avoir peur, ils vont impacter leur consommation négativement aussi. Je ne parle pas, je parle évidemment des personnes qui aujourd'hui tiennent la consommation, c'est-à-dire des personnes qui sont plus aisées et qui ont ces portefeuilles actions, ces portefeuilles immobiliers qui sont au plus haut. Donc c'est ça aussi qui peut impacter l'économie. Comme je vous disais, c'est que finalement c'est la baisse de la bourse et la baisse de l'immobilier qui peut créer le ralentissement économique et la crise économique parce que ça impacte les gens qui tiennent aujourd'hui la consommation, qui vont beaucoup moins la tenir plus tard. Et au niveau donc de ma Chine, ben, j'ai besoin de rétablir cette confiance-là aujourd'hui. Donc, pour moi, en règle générale, c'est que je vais, en termes de politique, je vais tenter de shifter de l'immobilier et je vais essayer, alors je continue d'aider mon immobilier parce que la crise, c'est un truc qui se fait après plusieurs années, on a besoin de plusieurs années, mais petit à petit, je vais shifter sur la bourse. Et je vois ça, si vous voulez, d'un bon œil, parce que je vois ça arriver sur beaucoup de pays. Même en Europe, quand on parle de la retraite, pousser un petit peu de retraite par capitalisation ces prochaines années, c'est pas mauvais. Ce que l'on voit, c'est de plus en plus des gouvernements de droite, je ne parle même pas d'extrême droite, mais des gouvernements de droite qui essayent de pousser, qui finalement balayent d'un revers de la main un petit peu l'inflation. Et regardez, l'Allemagne, l'Allemagne, l'exemple type, c'est l'Allemagne qui est prête à faire du stimulus en balayant d'un revers de la main le risque potentiel sur l'inflation. À partir du moment où on crée plus de croissance que d'inflation, on est bon. Si on crée plus d'inflation que de croissance, on n'est pas bon, on retourne au Troisième Reich. Donc c'est ça que vous devez bien comprendre aujourd'hui dans les tournants géopolitiques qui se mettent en place. C'est ça qui est passionnant et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du stimulus de la dette, c'est pas forcément mauvais. Quand j'entends parler des gens qui disent on va rembourser la dette, il faut rembourser la dette, mais quelle hérésie, quelle incompréhension de l'économie, quelle incompréhension de la croissance des 30 dernières années. C'est comprendre, si vous voulez, que plus de dette, c'est plus de création monétaire. Donc c'est plus d'investissement, c'est plus d'argent qui circule dans l'économie. Si vous coupez ça, vous coupez la croissance. Alors si vous êtes amateur de décroissance, vous allez l'avoir, vous allez être content. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a une bonne et il y a une mauvaise dette. Prendre de la dette pour investir dans des trucs qui ne créent pas de richesse et qui ne créent pas de la croissance de PIB, mais qui créent quand même de l'inflation, c'est de la mauvaise dette. On est d'accord. Il ne faut pas faire ça, c'est mauvais. Mais ça pousse à mal comprendre, si vous voulez, et à dire que la dette est mauvaise. Non, il y a de la bonne dette. Il faut savoir sur bien dépenser. C'est ça qu'il faut revoir dans nos sociétés européennes surtout, c'est savoir redépenser après des années de fausse droite, si vous voulez. Certains partis qui s'appellent de droite. Alors, je ne suis pas politique, hein, je ne suis pas pour vous dire la droite c'est mieux que la gauche. Non, mais c'est à un moment donné, c'est surtout que ce soit de droite ou de gauche, c'est des visions politiques qui sont tournées vers la croissance du pays et pas en mode interne, en mode protection de mon électorat, etc. Et je dis oui à tout, et je fais finalement plus de bonnes actions, etc., qui sont très bien, mais si vous voulez, c'est toujours la même chose. J'augmente mes impôts, oui, mais petit à petit, à long terme, je démonte mes investissements, je démonte ma capacité à lever plus d'impôts parce que je casse les petites pattes arrière de mon économie. Donc c'est l'idée, si vous voulez, de déréguler un petit peu. Il faut toujours un petit peu de régulation parce qu'il y a toujours des excès à droite et à gauche, mais trop de régulation, c'est pas bon. C'est comme pour tout dans la vie. Si vous avez trop d'impôts, c'est pas bon. Si vous en avez pas assez, c'est pas bon. Si vous avez trop de régulation, c'est pas bon. Si vous en avez pas assez, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Et donc, il faut un retour à la moyenne. Et aujourd'hui, pour relancer un petit peu l'Europe, eh ben, il faut un retour à la moyenne. On a fait trop de trucs, il faut le retour à la moyenne. Et les trucs, justement, on a fait trop de dépenses qui servaient pas à grand-chose, si vous voulez, juste à part se maintenir. Il faut revenir à la moyenne aussi. Et peut-être que les États-Unis aussi vont lancer ça avec Trump. C'est là aussi où ça va être très intéressant. Et si on dynamise et on a tout un tas de pays et de zones géographiques et donc le monde ensemble qui essaye surtout d'insuffler de la dette pour de la dépense, pour créer de la croissance de PIB, ça créera de l'inflation certes,
Mais du coup, comme ça crée de l'inflation, ça change le cycle et ça change la donne que l'on a eue ces 15 dernières années. C'est ça, pour moi, que je trouve très important. C'est ça, éventuellement, le pivot. Alors, dans les commentaires, il y a toujours des mecs qui vont m'expliquer, mais ça fait un moment que tu le dis. C'est ça, l'hypothèse de travail. Et c'est surtout comprendre qu'avant que ça fasse consensus, c'est des trucs qui font des zigzags pendant des années. On est sur des gros mouvements. Avant que tout le monde ne parle que des valeurs de croissance et que des valeurs tech et des GAFAM, il a fallu quasiment 5 années de zigzag. Ok. Alors oui, on pouvait être pionnier, oui, on pouvait le penser en premier en hypothèse de travail, mais pour que ça fasse consensus et que tout le monde vous dise que c'est que les États-Unis qu'il faut acheter, c'est que les valeurs tech qu'il faut acheter, bah, ça veut dire que ça fait déjà 5 6 ans que vous avez eu la rotation petit à petit qui s'est faite et qui a fait consensus et qui fait momentum. Et maintenant, l'idée, si vous voulez, c'est de vous dire, à court terme, c'est probablement ce qui va continuer de marcher, mais si vous vous focalisez et vous poussez à long terme, c'est probablement ce qui aura le moins de rentabilité sur les 10 prochaines années. Et donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est où est-ce que je peux aller chercher de la rentabilité si j'ai cette hypothèse de travail. L'idée, c'est pas d'y investir tout de suite maintenant. L'idée, c'est de préparer les listes, c'est d'être préparé, de savoir qu'est-ce que je vais aller chercher, etc. Pour, au fur et à mesure où j'ai le momentum, où j'ai le consensus, la rotation qui est effective, eh ben, je peux aller chercher ces mouvements-là. Voilà, c'était une longue vidéo, c'est la dernière de l'année. C'était finalement une grosse synthèse par rapport à tout ce qu'on se dit, des choses qui sont très intéressantes qui se mettent peut-être en place, qui mettront peut-être encore des mois à se valider. Mais ça fait partie des trucs sur la table, ça fait partie des trucs que vous devez avoir à l'esprit. J'espère que c'est le plus clair possible, que vous appréciez ces vidéos. Vous me dites ça, qu'on les continue en 2025. Sinon, je reviendrai à de l'analyse pure, graphique, et puis tant pis, parce que graphiquement, si vous voulez, vous avez tout, hein. Le marché nous dira exactement, de par les points de pivot, ce qu'il pense, hein. Euh, et voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, voilà, merci beaucoup pour les likes, les partages, surtout les commentaires. C'est toujours très appréciable de voir un commentaire, même si ce n'est qu'un merci ou un bonjour, ou un bonne fête pour l'occasion. C'est suffisant, si vous voulez, à ma motivation. Et puis surtout, quand je vois voilà, que même que ça fait réagir, quelque part, que ça vous fait réfléchir. Le but de cette première vidéo, c'est de la réflexion. Le but de la deuxième vidéo, c'est l'action, et donc on est plus dans l'action de court terme. Et cette seconde vidéo, donc, je la publierai demain avec tout un tas d'actions qu'il faut regarder, avec les niveaux que je trouve intéressants par thématique. Je vous retrouve dans les commentaires, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Je serai la semaine prochaine, je ferai encore quelques publications, des trucs en automatique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur graphceobourse.fr ou sur YouTube. Il y a pas mal de choses qui seront encore là pour occuper peut-être votre pré-sieste après le dîner. Excellente fête les graphes et rendez-vous en 2025. Salut.